Merci beaucoup, Dr Aslam. Et, tout d'abord, je tiens à remercier l'association Action sans frontières de nous avoir conviés pour cette thématique assez intéressante et qui ne cesse d'avoir des actualités, que ce soit au niveau du diabète ou de l'obésité. Et avant de commencer, j'aimerais m'excuser, c'est-à-dire au nom du professeur Heikel qui a eu un contretemps professionnel et donc il n'a pas pu être présent ce soir parmi nous, donc je le représente. Alors, ma présentation va porter sur le risque attribuable, c'est-à-dire à l'obésité dans l'incidence du diabète de type 2, c'est-à-dire le lien entre l'obésité et la survenue du diabète de type 2. Alors avant de commencer, je ferai un petit tour sur la situation, c'est-à-dire épidémiologique au niveau mondial et particulièrement au niveau du Maroc. Alors, selon la Fédération internationale du diabète, ce sont les dernières données qui ont été publiées en 2021, 537 millions d'adultes vivent avec un diabète. Et une personne diabétique décède toutes les 5 secondes. Et dans la région Éménan, 73 millions des adultes vivent avec un diabète et un adulte sur 3 ne sont pas diagnostiqués. Alors ces chiffres, si on ne les prend pas en considération et si on n'agit pas, ils vont avoir c'est-à-dire un impact assez sérieux, que ce soit au niveau économique ou au niveau, c'est-à-dire chiffres, c'est-à-dire d'ici le 2045, si on ne prend pas en considération cette augmentation, on se retrouvera avec 700 millions d'adultes qui vivront avec un diabète. Et en fait, ces augmentations, ils sont beaucoup plus importantes dans les pays à faible revenu aux pays à revenus intermédiaires. Avant, c'était plus les pays, c'est-à-dire développés, qui étaient touchés par cette maladie. Mais là, ce n'est plus le cas, c'est plutôt les pays à faible revenu, à revenus intermédiaires. Alors, cette pathologie a un impact économique c'est-à-dire très important. Et d'ailleurs, on le voit ici. Par rapport à la tranche d'âge, en fait, ça a augmenté depuis les dernières années. De 2019 à 2045, les chiffres vont encore augmenter et ça va toucher beaucoup plus c'est-à-dire la tranche d'âge entre, on va dire, 50 et 79 ans. Et comme l'a bien précisé tout à l'heure Dr Ben Omar, cette pathologie elle touche beaucoup plus les femmes que les hommes, ce qui coûte, c'est-à-dire en termes d'économie, une somme assez importante. D'ici le 2045, ça coûtera 845 milliards de dirhams, c'est-à-dire de dollars américains. Alors au Maroc, 10,6% de personnes âgées de plus de 20 ans sont diabétiques et 10,4% de personnes âgées de plus de 20 ans présentent un prédiabète, ce qui coûte à l'État 140 milliards de dirhams annuellement. Et généralement, ces dépenses, elles sont beaucoup plus, c'est-à-dire ça concerne beaucoup plus l'insuline de 60% que les ados. Alors, le nombre des décès qui sont liés à des facteurs de risque tels les hyperglycémies et l'obésité, au niveau mondial, l'hyperglycémie, c'est-à-dire elle a touché plus de 6,5 millions de personnes. Et l'obésité, plus de 5 millions qui ont été décédés. Au niveau du Maroc, 48 117 décès ont été annoncés en 2019 qui présentaient une hyperglycémie. Et 41 920 d'obèses ont décédé en 2019. Ce sont les données de Our World in Data. Alors, les complications de l'obésité. Alors, il y a plusieurs complications, des complications hormonales, psychologiques, pulmonaires, digestives. Il y a également des complications métaboliques, notamment le diabète de type 2 et le syndrome métabolique.
et c'est-à-dire qu'on détaillera plus tout à l'heure. Alors les complications métaboliques, on voit le diabète de type 2. Alors quand on est obèse, on a 9 fois plus de développer un diabète de type 2 et 3 fois plus de développer une hyperlipidémie et 2 fois plus de développer une hyperglycémie. Donc, ce qui reste quand même assez alarmant. Alors, comme l'a expliqué tout à l'heure ma collègue Fdoua, dans la région, c'est-à-dire dans les maladies non transmissibles, il y a 75% de décès qui sont imputables, donc 12% sont liés au diabète. Alors, selon la Banque mondiale, selon le dernier rapport qu'elle a publié, l'obésité, elle représente un défi mondial imminent, que ce soit au niveau de la santé, de l'économie, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça touche beaucoup plus les pays pauvres à faible revenu ou à revenus intermédiaires. Alors, au niveau mondial, plus de 2 milliards de personnes sont concernées par l'obésité et 4 millions de décès dans le monde chaque année. Et ce chiffre, en fait, il a augmenté depuis l'année 1975. En fait, il y a eu une hausse de 3 fois plus que maintenant. Alors, en fait, plus de 70% de personnes obèses, elles sont, c'est-à-dire elles viennent de pays à revenus faibles ou intermédiaires, et uniquement 55%, c'est-à-dire en rapport avec le revenu de zones rurales. Alors au Maroc, nous avons 3,6 millions de personnes obèses, dont 20,2 des hommes et 33,4 des femmes, c'est-à-dire la prédominance, les femmes ont plus, c'est-à-dire une prédominance d'obésité que chez les hommes. Ce qui coûte à l'État 24 milliards de dirhams. Donc c'est quand même assez important d'agir. Alors les causes de l'obésité, il y en a pas mal. Je citerai uniquement quelques causes parmi, c'est-à-dire qui peuvent être modifiables. Donc l'alimentation, il y a eu dernièrement, c'est-à-dire des dernières années, une transition nutritionnelle assez importante. Donc tout ce qui est produits ultra transformés, il y a l'inactivité, on est tout le temps devant nos PC, tout le temps en voiture, on fait peu d'activité physique, et puis il y a le comportement alimentaire c'est-à-dire qui joue aussi un rôle dans c'est-à-dire je dirais plutôt la survenue de l'obésité. Alors en fait, l'obésité, on a vu qu'elle a un impact économique, mais elle a aussi un impact sur la santé. Alors, elle peut avoir des conséquences, c'est-à-dire elle peut causer des cancers, des apnées de sommeil, l'asthme, dépression, des maladies rénales, et entre autres le diabète de type 2 qu'on détaillera au fur et à mesure. Alors juste une étude très intéressante. Comme on l'a dit, l'obésité c'est l'un des facteurs de risque de décès qui sont précoces. Selon une étude Global Burden of Disease qui a été faite en 2017, elle a trouvé que 4,7 millions de personnes sont décédées prématurément suite à l'obésité. En fait, ce chiffre, c'était près de 4 fois le nombre de décès dans des accidents de la route et près de 5 fois le nombre de décès dus au VIH. C'est-à-dire c'est 4 fois plus dans la survenue du sida et 5 fois plus dans les accidents de la route. Alors quand on parle d'obésité, qui est une accumulation excessive de graisse, généralement on se limite à voir l'IMC de la personne. Oui, l'IMC peut nous donner une idée, c'est-à-dire comment est situé l'état de la personne, mais il y a également l'excès de la proportion de masse grasse. Comme elle a dit tout à l'heure ma collègue Fdoua, on peut avoir un IMC normal et une proportion de tissu de masse grasse élevée, ou le contraire, avoir un IMC c'est-à-dire qui est inférieur
inférieure à la norme, c'est-à-dire peut-être supérieure à 25 ou 30, mais avec une masse musculaire beaucoup plus élevée et une masse grasse moins importante. Alors l'obésité, c'est une maladie des tissus adipeux. Comme on le sait, les tissus adipeux sont composés d'adipocytes qui sont des cellules graisseuses qui stockent des réserves énergétiques. Alors cette masse de tissu adipeux, elle s'accroît par l'augmentation du volume des adipocytes, par l'augmentation du nombre d'adipocytes qui le composent. Sans trop m'attarder dans le rôle du tissu adipeux, qui a pour rôle le stockage des graisses, il reçoit l'information et il produit des adipokines. Chez les obèses, ce tissu adipeux, il va être caractérisé par une inflammation. Alors cette inflammation est liée à l'infiltration du tissu adipeux par des cellules du système immunitaire qui sont les macrophages. Alors ce tissu adipeux, il est associé à une production anormale d'adipokines qui vont engendrer des complications au niveau des autres organes. Alors pour un petit peu détailler c'est-à-dire les sécrétions du tissu adipeux pour comprendre un peu quel est le lien, comment l'obésité peut causer le diabète, et l'hypertrophie des adipocytes elle est associée à une dérégulation de la sécrétion d'adipokines, ce qui va augmenter les molécules pro-inflammatoires. Et puis chez l'obèse, c'est-à-dire en dehors des adipocytes, les macrophages vont infiltrer le tissu adipeux, ils vont contribuer à la production des cytokines pro-inflammatoires et d'autres facteurs sécrétés par le tissu adipeux. Alors les macrophages, comme on l'a dit, ils sont caractérisés par une inflammation. Et chez l'os, les macrophages vont s'accumuler dans les tissus adipeux. Cette accumulation elle est corrélée au niveau de l'insuline-résistance des individus. C'est-à-dire c'est une corrélation positive. Alors, le niveau de ces macrophages est beaucoup plus important au niveau du tissu adipeux viscéral que dans les tissus adipeux sous-cutanés. Alors, on trouve deux niveaux. On a les macrophages de type M1 et les macrophages de type M2. Alors, quel est le rôle des macrophages M2 ? Ces macrophages M2, ils vont participer à la modulation des processus de réparation et au remodelage tissulaire. Et l'activation de cette voie M2, elle est capable de réduire la méta-inflammation et d'améliorer la sensibilité à l'insuline. Contrairement aux macrophages de phénotype M1, qui ont une production accrue de cytokines pro-inflammatoires, ces macrophages ils sont activés par les médiateurs pro-inflammatoires, tels que les lipopolysaccharides et l'interféron gamma. Alors, dans ce schéma, comme vous voyez, ça c'est la régulation du tissu adipeux dans l'inflammation. Alors là, à gauche, on a le tissu adipeux, c'est-à-dire qui est équilibré. On a un équilibre entre les cellules anti-inflammatoires et les cellules pro-inflammatoires. Alors, ça c'est pour un sujet, c'est-à-dire pour des sujets qui sont de poids normal. Quand on est obèse, on a un déséquilibre de la balance entre les cellules anti-inflammatoires et les cellules pro-inflammatoires. Et c'est ce qui va augmenter l'insulinorésistance chez ces personnes obèses. Alors, des études vont le prouver. Cette étude qui a été publiée dans Obesity Facts en 2017, elle a prouvé que la mauvaise répartition du tissu adipeux augmente l'insuline-résistance. C'est-à-dire que c'est pas, si on a par exemple une répartition, ou plutôt on a un taux élevé de masse grasse au niveau du corps, quelle que soit sa répartition, ça peut augmenter l'insuline-résistance ou pas. Non, il faut avoir des répartitions précises dans des zones précises pour avoir cette insuline-résistance, et ça on va le voir dans le schéma qui suit. Alors là, ce sont deux personnes qui sont obèses. À gauche, on va dire un peu que c'est une personne c'est-à-dire obèse, mais avec un métabolisme healthy, sachant que c'est quand même une personne obèse. Et la personne à droite, c'est une personne obèse, mais avec un métabolisme unhealthy. Alors, quelle est la différence entre les deux? Alors, à gauche, comme vous voyez, on a une répartition du tissu adipeux au niveau viscéral, abdominal et musculaire.
Et donc, chez l'obèse qui a un métabolisme unhealthy, eh ben, il a c'est-à-dire un niveau de graisse viscérale beaucoup plus, c'est-à-dire au niveau abdominal qu'au niveau musculaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas réparti, il n'est pas en fait sous-cutané. Donc, c'est ça en fait la différence entre les tissus adipeux qui sont localisés en sous-cutané ou qui sont centrales. Alors, cette étude a en fait essayé de voir est-ce que la proportion de masse grasse est prédictive dans le risque cardio-métabolique chez des adultes thaïlandais. Et bien, effectivement, ils ont pris en considération l'IMC et le pourcentage de la masse grasse pour mesurer en fait l'obésité et identifier la performance du risque cardio-métabolique. Et bien, effectivement, elle a prouvé que chez les hommes, la proportion de masse grasse est un indicateur prédictif de l'insulinorésistance et de l'hyperglycémie. Alors, comme on le voit dans ce tableau, donc, ils ont pris des caractéristiques différentes, c'est-à-dire le genre, l'âge, le poids, l'indice de masse corporelle, etc. Et bien, ils ont trouvé que le syndrome métabolique était beaucoup plus élevé chez les patients qui sont en surpoids avec un niveau de masse grasse élevé que chez les autres qui ont un poids normal ou une masse maigre qui est normale. Également pour l'insuline, alors chez les groupes D qui représentent c'est-à-dire un surpoids et un niveau élevé de masse grasse, ben, on a trouvé une insulinémie beaucoup plus élevée que chez les autres groupes, ce qui a été révélé significativement. Alors, cette étude également, elle a essayé de voir l'indice, plutôt l'IMC, le tour de taille, le ratio tour de taille et taille sur la prédiction des risques métaboliques. Et bien, on a trouvé que chez les hommes, le risque cardio-métabolique est plus élevé à partir d'un IMC à 24,12 par rapport aux femmes, qui est de 23,53, et un tour de taille qui est de 83,5 cm chez les hommes et chez les femmes 77,5 cm. Les femmes, elles peuvent avoir un risque cardio-métabolique avec un IMC à partir de 23, alors que les hommes peuvent l'avoir à partir de 24. Cette étude également a essayé de comparer la différence, c'est-à-dire les indices d'obésité avec le diabète, et ben, pour voir en fait est-ce que les indices anthropométriques sont liés à l'obésité et le diabète de type 2. Et ben, l'association a été prouvée positive. Alors chez les hommes, ils ont trouvé que le tour de taille est un indice anthropométrique optimal pour prédire le diabète de type 2. Et chez la femme, c'était plutôt l'IMC et le rapport tour de taille et taille. Alors, est-ce qu'il y a une relation entre la composition corporelle en masse grasse et le profil glycémique chez les obèses? Alors, cette étude, elle a essayé en fait d'analyser cette composition d'une population obèse qui était constituée de sujets prédiabétiques et des sujets témoins qui étaient sains. En fait, ils ont pris 30 patients avec un IMC de supérieur ou égal à 25 kg par mètre carré. Et pour les groupes de prédiabétiques, avec une glycémie à jeun de 1,10 et 1,26, et les groupes de sujets sains, une glycémie inférieure à 1,10. Alors, ils ont trouvé que les moyens d'âge, de poids, d'IMC, de masse grasse tronculaire des sujets sains étaient inférieurs à celle du sujet prédiabétique, alors de 12 ans, c'est-à-dire il y avait une différence chez les sujets sains, ils avaient c'est-à-dire le niveau du poids, l'âge, l'IMC était inférieur à 12 ans, l'IMC inférieur à 11,5 kg, la masse grasse totale inférieure à 3,7 kg par mètre carré et la graisse, plutôt la masse grasse tronculaire de 3,6. Une autre étude qui a essayé de déterminer le rôle de la composition corporelle dans le développement du diabète de type 2 et qui ont pris en fait des personnes avec un IMC normal et d'autres en surpoids, et ben, elle a prouvé que le tissu adipeux tronculaire était associé au risque de développer le diabète de type 2.
Et en fait, quand on a, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand on a un tissu adipeux au niveau des membres inférieurs, ou là, localisé au niveau sous-cutané, eh ben, il n'y avait pas d'association entre le développement du diabète de type 2. Également, pour le niveau de masse musculaire élevé, avec la survenue du diabète de type 2, eh ben, l'association était négative. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le tissu adipeux tronculaire, il est associé au développement du diabète du type 2. Alors, une autre étude qui avait pour objectif de savoir si l'impact de l'obésité et un mode de vie malsain sur le risque du diabète de type 2 était accentué par des prédispositions génétiques. Donc là, on veut voir le lien entre la génétique et un mode de vie déséquilibré. Et ben, l'étude a révélé que les patients obèses présentant un IMC à 30, avec un mode de vie malsain, c'est-à-dire tout ce qui est mauvaise habitude, sédentarité, étaient associés à un fort risque de développer du diabète de type 2, mais indépendamment du risque génétique. C'est-à-dire que la génétique n'avait rien à voir avec l'association du risque de développer le diabète de type 2. Et cette augmentation, c'est-à-dire c'était multiplié par 10 fois pour développer le diabète de type 2. Également, ils ont trouvé que l'impact de l'obésité sur le risque du diabète de type 2 était dominant par rapport aux facteurs de risque et souligné l'importance de la gestion du poids, qu'on détaillera par la suite, et la prévention du diabète de type 2. Alors en fait, le patient obèse avait 8 fois plus de chances de développer un diabète de type 2 par rapport à des sujets non obèses, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire en ce qui concerne l'hygiène de vie et le risque génétique. Alors on ne peut pas parler de diabète, obésité sans voir la relation entre diabète type 2 et le microbiote, qui est le sujet d'actualité. Et bien, comme on le sait, cette transition nutritionnelle nous a poussé à avoir un changement de régime, notamment maintenant les régimes très riches en graisse. Et bien, en fait, ce changement des habitudes alimentaires, il va provoquer une dysbiose intestinale. Alors cette dysbiose, elle va se traduire par une augmentation de l'absorption des molécules bactériennes, des lipopolysaccharides dont on a parlé tout à l'heure, qui sont hautement inflammatoires par l'organisme. Alors en fait, le système immunitaire, comment il va agir? Eh bien, le système immunitaire également, il est impliqué dans la reconnaissance de ces bactéries et dans l'initiation d'une réaction inflammatoire de type métabolique, ce qui va contribuer au développement du diabète de type 2 et de l'obésité. Alors ce schéma, il illustre un petit peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire pour avoir un désordre métabolique, eh ben, ça commence toujours par une diète, c'est-à-dire une alimentation riche en gras, ce qui va provoquer un changement de la flore microbienne, ce qui va augmenter la perméabilité, augmenter l'absorption des lipoprotéines, provoquer une endotoxémie métabolique, je détaillerai juste après, ce qui va provoquer une inflammation et un désordre métabolique. Alors qu'est-ce que c'est que l'endotoxémie métabolique ? Et quel est son rôle? Alors en fait, les bactéries, c'est-à-dire intestinales entre microbiotes, ils produisent des lipopolysaccharides. En fait, ou là plutôt les bactéries intestinales, ils vont provoquer ou la produire ces lipopolysaccharides. Et c'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, les lipopolysaccharides, ce sont des molécules qui sont pro-inflammatoires. Et cette élévation, cette augmentation des lipopolysaccharides va être à l'origine du déclenchement de l'insulinorésistance qui est associée à l'obésité et au diabète de type 2. C'est des études qui ont été faites sur le sujet, c'est-à-dire sur les animaux, mais confirmées chez les hommes. Alors, quelle est la communication entre les bactéries et les cellulotes et quel est l'impact sur le métabolisme? Alors en fait, quand on a un régime qui est riche en gras et qui est pauvre en fibres, eh ben, automatiquement notre microbiote va changer et il va provoquer une apparition de translocation des composants inflammatoires. Et ce qui va modifier notre microbiote et initier un état inflammatoire chronique, donc l'insulinorésistance et le diabète de type 2. Alors en fait, ce schéma, il illustre un petit peu ce que je viens de dire.
Du côté gauche, on a c'est-à-dire un microbiote qui est sain parce il reçoit c'est-à-dire une alimentation qui est saine. Et donc, c'est-à-dire au niveau du côté droit, eh ben, on a une alimentation qui est très riche en gras et qui est faible en fibres parce qu'il va engendrer un amincissement de la paroi de la muqueuse intestinale, ce qui va augmenter les états d'inflammation et augmenter les endotoxémies métaboliques. Alors, la thérapie nutritionnelle. Alors, on ne peut pas parler d'obésité, du diabète sans insister sur la thérapie nutritionnelle qui reste la clé pour la prévention de ces pathologies et qui reste un outil important et indispensable. Alors, en fait, la thérapie nutritionnelle a pour objectif déjà de mettre en place de bonnes habitudes alimentaires pour améliorer l'état de santé du patient, pour atteindre un objectif, c'est-à-dire un poids optimal, pour prévenir les complications, et puis aussi pour corriger s'il y a des problèmes métaboliques et atteindre les objectifs personnalisés. Alors, ça a pour objectif également d'assurer des besoins nutritionnels spécifiques à chaque patient, bien sûr tout en prenant en considération les préférences personnelles, les préférences culturelles, l'accès aux aliments, et puis la préservation du plaisir de manger. C'est-à-dire quand on donne à un patient un programme nutritionnel qui est strict, automatiquement il ne va pas y adhérer. Donc il faut en fait donner des messages clés, des messages qui ne vont pas faire la morale, mais plutôt des messages qui changeront ou plutôt qui vont motiver le patient à adopter un équilibre nutritionnel. Et également, il faut fournir des outils pratiques pour que ces habitudes alimentaires restent, c'est-à-dire accompagneront le patient à long terme. Alors, c'est une étude en fait qui a essayé d'analyser le coût-efficacité de la thérapie nutritionnelle. Est-ce que cette thérapie nutritionnelle est vraiment efficace? Est-ce qu'elle est rentable? Oui, ils ont trouvé, c'est une étude récente en 2020, ils ont trouvé que la thérapie nutritionnelle était rentable, que ce soit en termes de coûts de soins de santé qui étaient liés au diabète, mais également aux frais d'hospitalisation. Alors, ça a également réduit l'absentéisme au travail et le risque de diminution du rendement de travail. Alors, pour conclure cette partie, on va parler des recommandations nutritionnelles, comme je vous ai dit, qui sont primordiales et importantes. Alors, les recommandations résident dans 4 points. On a la nutrition, un équilibre alimentaire, on a l'exercice physique, l'activité physique qui doit être adaptée et régulière, on a l'adhérence du patient, c'est-à-dire le patient doit adhérer au programme, sinon ça va échouer. Et puis on a le comportement alimentaire qu'on doit travailler avec le patient. Alors, les éléments clés pour la prévention de ces problèmes, tout d'abord, il faut éduquer. L'éducation des patients est primordiale. Il faut expliquer aux patients, c'est-à-dire qu'on ne vient pas donner des recommandations comme ça sans expliquer le pourquoi du comment. Il faut accompagner le patient, c'est important. On ne donne pas de programme et puis on laisse le patient, continuer son suivi tout seul. À un moment, il va tout lâcher. Il faut gérer le poids, c'est important, surtout quand on a, que ce soit c'est-à-dire des patients avec un surpoids ou obésité, parce que ça améliore justement le contrôle de la glycémie, d'après plusieurs études qui ont été publiées. Alors, il faut également agir sur la quantité, mais pas que la quantité, c'est-à-dire, même si on donne des besoins qui vont combler, c'est-à-dire plutôt des aliments, des repas qui vont combler les besoins de la journée, mais si on n'agit pas au niveau de la qualité des aliments, on n'a rien fait. Donc la qualité elle est importante. On
on doit c'est-à-dire agir sur la quantité et la qualité des aliments. Et puis également, on a la personnalisation du plan nutritionnel. On ne donne pas un plan nutritionnel pour tout le monde, on ne donne pas ce n'est pas tout le monde qui a le même besoin énergétique. Et bien, cette personnalisation doit prendre en considération les besoins énergétiques totaux, les BET. Alors ce BET, il prend en considération l'âge, le sexe, le poids, la taille, le niveau d'activité physique. Et puis, il faut également prendre en considération les pathologies associées, les objectifs métaboliques, avec une répartition journalière de la ration alimentaire, parce qu'encore une fois, même si on agit sur la quantité, sur la qualité, sur les besoins énergétiques, mais la répartition également réside, c'est-à-dire elle reste importante. On a le petit déjeuner de pourcentage, le déjeuner de pourcentage et le dîner de pourcentage avec les collations, dépendamment de chaque profil. Et puis l'activité physique régulière adaptée qui est très importante, c'est-à-dire elle va permettre de stabiliser cette perte de poids, également de prendre de la masse musculaire, mais également ça a beaucoup de bienfaits sur l'état psychologique et entre autres. Alors, pour avoir cet équilibre nutritionnel, il faut faire simple. On a une pyramide alimentaire, ça c'est la pyramide alimentaire marocaine, qui a été publiée dans le guide marocain de nutrition par le ministère de la Santé. On a mis éléments. Le premier élément, c'est l'activité physique. L'OMS recommande une activité de 30 minutes par jour. L'activité physique, ce n'est pas forcément un tapis, un vélo ou quoi que ce soit, c'est une marche régulière de 30 minutes par jour. On a les boissons, donc 1,5 litre par jour, eau, tisane, infusion, thé, café. Et puis on a les fruits et légumes, donc au moins 5 portions en crudité et en fluidité pour les légumes, c'est-à-dire des salades, des accompagnements comme ce qu'on a l'habitude de faire, d'autres, zélo, etc. Et les féculents, mais par contre pour les féculents, il faut toujours insister à avoir des féculents c'est-à-dire de qualité meilleure. Une portion à chaque repas. On a les VPO, tout ce qui est viande, volaille, poisson et œufs. Alors c'est 1 à 2 fois par jour, dépendamment encore une fois, parce qu'on prend en considération les besoins, la répartition journalière. Si par exemple le patient il a besoin de 150 g de protéines à midi, et qu'il prend toute la ration à midi, automatiquement le soir, je ne lui donnerai pas de protéines animales. S'il ne prend que la moitié des besoins en termes de protéines animales, et le soir, il peut prendre le reste de sa portion. Les produits laitiers, pour les sujets sains, on recommande du lait entier, des fromages entiers. Et pour si on a des sujets obèses ou en surpoids, du lait demi-écrémé, du fromage à 0%. Alors, pour ce qui est matière grasse ajoutée, il faut limiter la consommation et privilégier les acides gras polyinsaturés et monoinsaturés qu'on trouve dans les huiles végétales et éviter les acides gras trans qu'on trouve dans la margarine par exemple, et puis le sucre et produits sucrés. On ne va pas le bannir définitivement, non, mais il faut c'est-à-dire le consommer occasionnellement. Si on est invité, on peut se permettre un petit gâteau, mais ça ne soit pas, c'est-à-dire que ça ne relève pas de notre quotidien. Alors, il y a 7 études qui ont essayé de voir quel est l'impact d'un régime équilibré et de l'activité physique. Et ces 7 études, ils ont prouvé qu'une perte de poids par le biais d'une alimentation saine avec un apport faible en graisses saturées, en viande transformée, en sucre et en boissons sucrées mais riches en fibres, fruits, légumes, produits céréaliers complets, les légumineuses et bien sûr associées à une activité physique sont bénéfiques pour la prévention du diabète de type 2. Donc en fait, la prévention ou la prise en charge du diabétique, que ce soit du diabétique ou de l'obèse, est assez simple. On reste sur notre régime méditerranéen. C'est-à-dire assez de fruits et légumes, nos tagines, des salades de crudité, salade marocaine, poivron, tomate, oignon, c'est-à-dire les soua qu'on fait avec bulboula et les légumes, etc. Donc c'est assez simple. On ne va pas se compliquer la vie pour c'est-à-dire
conseiller une alimentation qui ne relève pas de nos habitudes. Alors cette étude a essayé en fait de voir le lien entre la diète méditerranéenne et le diabète de type 2. Alors, elle a démontré que, parce que comme vous le savez, l'alimentation, c'est-à-dire la diète méditerranéenne, elle est riche en acides gras polyinsaturés et monoinsaturés, ce qui va augmenter la sensibilité à l'insuline et améliorer le profil lipidique. Et en fait, cette diète méditerranéenne, elle va également réduire la digestion des glucides et elle va améliorer l'absorption périphérique du glucose. Alors, cette étude, donc pour un petit peu, c'est une c'est une étude très récente et assez intéressante qui a essayé en fait de voir l'impact de l'activité physique sur la prévention du diabète du type 2. Alors, c'est une étude clinique randomisée qui a, c'est-à-dire mis en place un programme d'activité physique chez des patients qui ne sont ni obèses ni en surpoids. Et elle a montré une réduction de 6% de l'incidence du diabète du type 2. Alors, l'impact de l'activité physique s'est révélé supérieur. Alors, ce qui est important et ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est en fait, c'était l'activité physique sur la mise en place d'un traitement, c'est-à-dire de metformine et placebo. Alors, elle a trouvé que l'impact de l'activité physique était supérieur par rapport à la prise de metformine dans la prévention du diabète de type 2, dans la limite de cette étude, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que les gens qui prenaient de la metformine et qui faisaient de l'activité physique et d'autres personnes qui ne faisaient que de l'activité physique, c'est-à-dire la réduction était assez importante. Donc en fait, pour conclure, le diabète et l'obésité, ils sont étroitement liés. C'est-à-dire si on est obèse, on doit agir pour prévenir le diabète de type 2. Si on est diabétique et qu'on est obèse, il faut qu'on travaille sur l'obésité pour la réduction du poids et également le diabète du type 2, tout en adoptant une hygiène de vie saine qui comprend la diète, c'est-à-dire le programme nutritionnel, l'activité physique et bien sûr c'est-à-dire la thérapie nutritionnelle. Voilà, je vous remercie.